et je vais vous présenter aujourd'hui une analyse pour mieux comprendre les dynamiques autour de la vaccination Covid en utilisant une approche transdisciplinaire et holistique qui est fondée sur une méthode d'analyse intégrée des épidémies. Alors, pour commencer, une rapide présentation de la cellule d'analyse en sciences sociales et de l'approche des analyses intégrées en épidémie, AIE. La CAS, donc, cellule d'analyse en sciences sociales, est une unité de recherche opérationnelle transdisciplinaire. Donc, nous sommes actifs en RDC depuis 2018, c'est l'épidémie d'Ebola qui a touché l'Est du pays. C'est une cellule qui a été créée avec le ministère de la Santé publique congolais et avec les différents partenaires humanitaires et qui est au service justement de ces différents acteurs de la santé publique dans le pays. Et donc, ce que nous faisons concrètement, ce sont des analyses rapides en temps quasi réel pour informer les réponses aux urgences de santé publique. Alors, l'approche que nous utilisons, on l'appelle donc analyse intégrée en épidémie. C'est une approche qui consiste à intégrer des données et des analyses de sources et de types différents pour fournir une image la plus complète possible d'une situation donnée afin de pouvoir prendre les meilleures stratégies d'action. Pour vous donner un exemple un peu plus visuel de en quoi ça consiste, ici, vous voyez donc une représentation des différents types de données que nous pouvons utiliser et des différents partenaires avec lesquels nous travaillons qui nous fournissent des données et dont on utilise les données pour nos analyses. Alors, on utilise à la fois des données de l'utilisation des services de santé, des données sur les marchés et les prix. On intègre aussi les événements, notamment les prises de décision politiques avec la chronologie, des données sur le personnel de santé et l'offre de soins, et enfin des données sur les perceptions individuelles et les comportements des communautés, et des données sur le contexte plus général de la RDC. Et donc, certaines de ces données, nous les produisons nous-mêmes au sein de la CAS, et d'autres, nous utilisons le travail des autres acteurs dans le domaine. Alors, maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement de la situation de la vaccination Covid en RDC en utilisant cette approche d'analyse intégrée. Pour commencer, si on regarde ce que nous disent les enquêtes et les sondages sur l'acceptation du vaccin contre la Covid, vous voyez que depuis le début de l'année, on a quand même un certain pourcentage de répondants qui prévoient de se faire vacciner. Et d'ailleurs, en octobre 2021, il y a quelques semaines à peine, on avait même 86% qui disaient, dans le cadre d'une enquête menée par l'École de santé publique de Kinshasa et UCLA, que si le vaccin était disponible, ils le prendraient. Alors, quand on regarde ces sondages et ces pourcentages, on se demande pourquoi est-ce qu'on continue de parler de réticence vaccinale en RDC et aussi, évidemment, pourquoi on ne voit pas la traduction de ces pourcentages dans les données de couverture vaccinale et du nombre de personnes qui sont réellement vaccinées en RDC. La raison pour laquelle on voit cette contradiction entre les pourcentages et la couverture vaccinale, c'est parce qu'on a tendance à ne regarder qu'une seule partie du processus qui conduit les individus à se faire vacciner. Si on part de la fin du schéma, qui est l'acte de se faire vacciner, généralement, on regarde simplement ce que vous voyez en haut à gauche, c'est-à-dire les perceptions et les connaissances individuelles, la confiance dans les bénéfices du vaccin, la sûreté du vaccin, la perception des risques, sans d'ailleurs se poser la question de la disponibilité de l'information, qu'elle soit négative ou positive. Et donc, on a tendance à regarder seulement ce déterminant, les perceptions et les connaissances individuelles, pour essayer d'expliquer pourquoi les gens se font vacciner ou pas, et on omet de prendre en compte les différents autres déterminants qui peuvent pousser une personne à se faire vacciner. Et ces autres déterminants, ils sont d'abord le contexte social et sociétal, notamment l'acceptation des vaccins en général hors période Covid,
mais aussi l'autonomie et la prise de décision individuelle pour se déplacer et se rendre à une séance de vaccination, l'influence des leaders d'opinion et la confiance dans le système de santé et dans le personnel de santé. Ça peut influencer la décision de se faire vacciner, donc l'intention individuelle de prendre ce vaccin Covid. Et puis ensuite, on est confronté à une autre étape, et c'est les réalités pratiques, ce qu'on a appelé réalité pratique, c'est-à-dire la capacité réelle à accéder au vaccin. Et alors là, il y a plusieurs autres éléments qui peuvent rentrer en jeu. Les ressources financières, évidemment, c'est quelque chose qu'on va aborder plus en détail dans la suite de cette présentation, mais aussi tout simplement la connaissance du lieu de vaccination et des modalités, la facilité d'accès à ce site de vaccination et la disponibilité du vaccin sur place. Donc, ce qu'on vous propose, c'est justement d'agrandir en fait notre angle de vision pour essayer de prendre en compte tous ces différents déterminants. Et donc, on utilise, comme je vous disais tout à l'heure, l'approche des analyses intégrées pour justement avoir cette vision plus globale. Et donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte et plusieurs types de données. On va regarder les données de la situation épidémiologique liée au Covid, mais aussi les données sur la fréquentation des services de santé, les données des perceptions et des comportements individuels au sein des communautés, et les informations sur le personnel de santé, leur perception des risques, leur capacité à répondre et sur l'offre de soins. Tous ces éléments qui sont influencés par les facteurs politiques, des événements, des prises de décision au niveau politique et leur chronologie, par les facteurs liés à l'évolution des prix, notamment sur les marchés, et des facteurs contextuels liés au conflit, au genre, mais aussi à tout un historique des politiques en santé publique. Et c'est en regardant tous ces éléments ensemble qu'on peut fournir une analyse transdisciplinaire pour mieux comprendre la situation vaccinale. Alors, pardon, voilà. Si on essaye de s'attarder un peu plus sur les différents déterminants dont on a parlé tout à l'heure, on commence donc par les perceptions et les connaissances individuelles. On disait qu'ils influencent la décision vaccinale, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on met souvent beaucoup le focus, mais sans se demander systématiquement quelles sont les informations qui sont disponibles, en fait, sur la situation Covid. Et comment la disponibilité, en fait, influence évidemment la perception. Alors, d'abord, quelles étaient les informations qui circulaient sur la gravité de la maladie? On voit ici plusieurs articles tout au long de la pandémie qui expliquent en fait et qui mettent en avant le fait que l'Afrique serait moins touchée par le Covid ou serait touchée moins gravement. On voit même ici, en dehors des médias, sur cette présentation des données épidémiologiques, que seules quelques provinces, une minorité de provinces en RDC, sont en situation active à cause du Covid. Et donc ici, évidemment, quand on a ce sondage où on demande aux personnes en RDC quels sont les risques qu'ils perçoivent par rapport à la Covid, on voit 26% pensent qu'ils ont un risque individuel élevé de contracter la Covid et 43% pensent qu'elle pourrait nuire gravement à leur santé, donc c'est-à-dire largement moins de la moitié. Mais donc, il ne faut pas s'étonner de ça, eu égard à ces informations répétées qui circulaient, que le Covid touche peu l'Afrique ou de manière moins grave. Un autre sujet où on peut voir l'impact de la disponibilité de l'information sur les perceptions, c'est sur le vaccin en lui-même. Alors, il y a eu beaucoup d'articles qui expliquaient la situation de la vaccination dans les pays africains et notamment en RDC. Et en fait, cette information qui était globalisée, bien sûr, elle atteint la RDC et elle est accessible par les communautés. Et donc, tous ces articles y parlaient évidemment des doutes initiaux sur la fiabilité du vaccin AstraZeneca et sur les décisions des pays occidentaux de ne pas l'administrer à leurs citoyens, alors même que c'était le seul vaccin qui était disponible au début en RDC. Et d'ailleurs, ce vaccin, le Covishield, n'était pas reconnu par l'Agence des Nations Unies au début. Donc, en fait, on proposait un vaccin en RDC qui n'était pas reconnu par les pays occidentaux.
Il y avait aussi une grande confusion sur les dates d'expiration des lots de COVAX qui ont été envoyés à la RDC. Et enfin, il y a eu plusieurs événements où dans le pays, on a appris que certains personnels expatriés recevaient un autre vaccin qui avait été envoyé spécialement d'Europe. Et donc, certaines personnes expatriées en RDC recevaient un vaccin qui n'était pas AstraZeneca. Donc, on voit bien comment toutes ces informations peuvent évidemment influencer la perception des risques liés au vaccin Covid. On passe maintenant à un autre déterminant qui est le contexte social et sociétal et notamment les attitudes et les perceptions liées à la vaccination de routine hors Covid. On va commencer par un exemple très concret, c'est la vaccination contre le virus Ebola, comme il y a eu plusieurs épidémies de MVE en RDC et notamment celle de l'Est du pays de 2018 à 2020. Ce qu'on a vu à cette occasion, c'est qu'il y avait plusieurs raisons pour expliquer les méfiances autour du vaccin. D'abord, il n'était pas proposé à toute la population et les critères d'éligibilité n'étaient pas bien compris. Ensuite, il y a eu une forte présence militaire et policière qui a fait peur aux communautés et qui a réduit en fait la confiance. Il y a aussi le fait que les vaccins étaient officiellement en phase expérimentale et l'utilisation de ce mot, ça a renforcé la perception d'être utilisés comme des cobayes, puisque on disait ça expérimental sans expliquer ce que ça voulait dire réellement. Et puis enfin, le manque d'informations sur comment fonctionne le vaccin, les effets secondaires, l'efficacité. Ici, vous voyez cette affiche qui a été photographiée à Goma qui dit « J'accepte la vaccination ». Mais ça nous demande d'accepter le vaccin sans nous donner aucune explication sur ce qu'est ce vaccin. Et donc, toutes ces raisons, en fait, étaient très ancrées dans des perceptions réelles pour les communautés et les ont poussées à se méfier du vaccin Ebola. Enfin, on arrive donc aux déterminants, ce qu'on a appelé les réalités pratiques qui peuvent poser problème pour se faire vacciner contre le Covid. Le premier point qui est très important, c'est que la crise économique qui a été causée par la réponse globale à la pandémie, elle a un impact sur les capacités des ménages à se faire vacciner, principalement à travers leurs ressources financières. Ensuite, on a le non-paiement du personnel de santé et des structures publiques et les grèves qui s'en sont suivies. Et donc ça a un impact direct sur l'offre de services dans les structures de santé. Et puis, on va aborder les défis historiques du pays face à la vaccination et notamment la disponibilisation des vaccins. Le premier point dont on a parlé, c'est comment en fait les impacts du Covid ont des conséquences sur la capacité des ménages à se faire vacciner à travers en fait des ressources très limitées. Ce qu'on a vu déjà, c'est que il y a eu la crise économique qui a été causée par les mesures mises en place pour lutter contre le Covid, a réduit la santé financière globale de nombreux ménages, avec 94% des répondants dans ce sondage qui disent s'attendre à ce que la pandémie ait des effets négatifs à long terme sur leur bien-être financier. 78% des ménages qui sont endettés dans des zones rurales et 58% dans des zones urbaines. Donc on voit que les ressources des ménages se sont précarisées et en plus, ici, ce deuxième article nous parle des autres problématiques de santé, notamment le paludisme, qui continue de faire des ravages en RDC. À cela s'ajoute donc la difficulté d'accès des foyers aux médicaments et aux soins. Donc, les ressources ont diminué avec pour conséquence une moindre capacité d'acheter des médicaments et d'avoir des rendez-vous médicaux. Et puis, le dernier point, c'est qu'on a assisté à une augmentation des violences sexuelles et sexistes, notamment dans les grandes villes de Goma et de Kinshasa, avec le confinement de l'été 2020. Donc, ce que ça nous dit, c'est que, de manière générale, la crise économique qui a été causée par les mesures de réponse a des conséquences sur les ressources financières des ménages. Et donc, les ménages ont des ressources limitées à consacrer à la santé. Ils ont déjà commencé à réduire leurs visites médicales. Et donc, maintenant, il faut avoir pleinement conscience du fait que d'aller se rendre à un lieu de vaccination, c'est une dépense supplémentaire. Et donc, l'argent qui sera dédié à cette séance de vaccination, il devra être
coupé d'un autre poste de dépense pour les ménages. Et il ne faut pas oublier, évidemment, que les impacts de la crise ont été encore plus forts sur les femmes et donc sur leur capacité à être financièrement indépendantes, à se déplacer, etc. Un autre élément du contexte sanitaire, on parle ici des problématiques structurelles transversales. Elles se manifestent à travers plusieurs éléments. Tout d'abord, on voit que, en termes de priorité sanitaire, du point de vue des communautés, il y a des choses qui passent avant le Covid, et notamment on parle ici du paludisme, qui est la cause principale de décès en RDC, et notamment chez les enfants de moins de 5 ans, et responsable de 77% des hospitalisations des enfants de moins de 5 ans. Donc ici, ce qu'on peut se demander, c'est comment expliquer aux communautés l'importance de se faire vacciner quand d'autres maladies sont beaucoup plus mortelles pour elles au quotidien. Et donc, quelle prise en compte des besoins de santé et des communautés? Le deuxième exemple, c'est celui de la rougeole. Il y a 4 zones de la ville de Kinshasa qui sont en épidémie de rougeole depuis à peu près 1 mois. Et on voit sur ce graphique qu'il y a eu une chute du nombre d'enfants vaccinés pour la rougeole par structure de santé dans la zone de santé de Massina 2. Comment l'expliquer? C'est que la couverture vaccinale est incomplète. Et notamment, il y a beaucoup d'enfants qui ne se rendent pas à la CPS pour toutes les séances de vaccination, pour plusieurs raisons. La précarité économique, des mouvements de population, mais aussi la faiblesse du réseau des relais communautaires qui ne parviennent pas à récupérer les enfants non vaccinés. Alors pourquoi on parle de ces défis? C'est parce que ce n'est pas seulement des défis qui s'appliquent à la rougeole, mais à tout type de vaccination. Et donc, si on veut entreprendre une vaccination contre le Covid, ces mêmes défis vont s'appliquer évidemment aux ménages et aux communautés. Le dernier point, c'est la disponibilité des vaccins, l'approvisionnement et l'acheminement. Donc, les défis historiques du pays face à la vaccination, il y avait d'abord la disponibilité des vaccins à travers le pays, donc déjà emmener les vaccins dans le pays. Ça, maintenant, ça a été sécurisé au niveau du Covid-19, mais il y a aussi l'acheminement vers les centres de santé. Et je pense que cette photo est très parlante pour illustrer les difficultés que ça peut entraîner d'emmener des vaccins Covid aux communautés dans toutes les zones de la RDC. Et ce petit graphique montre encore les grands défis que rencontre la RDC pour faire vacciner des enfants. Et donc, encore une fois, ici, pour mettre les choses en perspective. Alors, on arrive à notre conclusion. Donc, on a essayé de vous dresser un tableau plus complet de la situation pour mieux comprendre la situation vaccinale. Et donc, ce qu'on voudrait faire ressortir, c'est qu'au-delà de la question de l'acceptation du vaccin, qui dépend bien sûr des perceptions et des connaissances individuelles et collectives, qui elles-mêmes sont fortement influencées par la disponibilité de l'information, il y a d'autres éléments à prendre en compte, l'accessibilité de la vaccination pour les communautés et la disponibilité du vaccin. Et donc, c'est seulement en regardant tous ces éléments ensemble qu'on peut agir efficacement pour proposer une stratégie de vaccination qui, à la fois, atteigne ses objectifs, mais ne pénalise pas non plus les communautés en leur demandant de prioriser une maladie par rapport à une autre. Et donc, pour finir, on va vous proposer quelques actions sur la base de ces résultats à mettre en œuvre pour s'assurer justement que cette stratégie de vaccination soit la plus responsable possible. En termes d'acceptation, c'est important de ne pas accuser en permanence les communautés d'être hésitantes sur le vaccin. Déjà, on a vu qu'elles sont hésitantes face à un seul vaccin, et ça ne veut pas dire sur tous les vaccins. Et puis, c'est une attitude qui minimise les raisons pour lesquelles elles pourraient avoir des doutes. Donc, d'où l'importance de communiquer à grande échelle sur des questions précises, c'est-à-dire expliquer vraiment ce que c'est que ce vaccin, comment ça fonctionne, etc. Pour renforcer l'accessibilité, 2 choses, mais il y en a beaucoup d'autres. Atténuer les coûts d'accès à la vaccination. C'est vrai que le vaccin peut être administré de façon gratuite, mais il y a les coûts de transport pour s'y rendre. Parfois, il y a même des coûts qui sont demandés
pour avoir une carte de vaccination, etc. Et ne pas oublier de prioriser les besoins sanitaires des communautés, ne pas oublier qu'il y a d'autres problématiques de santé qui sont tout aussi importantes pour les personnes qui vivent ici. Enfin, en ce qui concerne la disponibilité, c'est vraiment l'importance d'amener le vaccin au plus proche des communautés. Ça renforce la confiance, ça facilite l'accès et bien d'autres choses. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, vous trouverez toutes nos références aussi ici. Merci beaucoup.